Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il est enregistré à l'École de l'air et de l'espace de Salon de Provence à l'invitation de son commandant, le général de division aérienne Pierre Réal, que nous remercions très vivement pour cette initiative et pour la qualité de son hospitalité et de son accueil. Le public devant qui nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité, et nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Ce public est composé, bien entendu, d'élèves officiers de l'École de l'air et de l'espace, d'étudiants de Sciences Po Ex, avec qui l'école a un partenariat, et d'auditeurs du Nouvel Esprit Public qui vivent en Provence. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « De quoi héritons-nous » Il est chapeauté ainsi « Alors que l'héritage perpétue les inégalités, sa taxation suscite l'hostilité, sans doute parce qu'il incarne une transmission qui dépasse la sphère matérielle, valeurs, gènes, souvenirs heureux et traumatismes, que transmettons-nous à nos descendants ?» Notre prochain enregistrement public aura lieu à l'école alsacienne et ce sera le 16 février, le dimanche 16 février. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site et mercredi, nous retrouverons notre série, dans la série « Si c'est pour la culture », on l'a déjà donné, notre série consacrée à Notre-Dame avec l'ancienne directrice du patrimoine, Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Abordons maintenant le premier des deux sujets que nous avons retenus et que nous avons intitulé « De Barnier à Bayrou, un problème de réponse ?» Un mois après son arrivée à Matignon, François Bayrou s'est fixé 3 défis. Contenir et réduire la dette publique, mettre en place les conditions de la stabilité qui imposent de se réconcilier et refondre l'action publique. Parmi les principales mesures annoncées figure la remise en chantier de la réforme des retraites avec une ouverture majeure de la proposition du Premier ministre par rapport à celle de son prédécesseur, Michel Barnier, puisqu'il a fait sauter le tabou des 64 ans, mais sous condition de ne pas dégrader l'équilibre financier du système. Sur la base d'un constat chiffré confié à la Cour des comptes pour une mission flash, les partenaires sociaux auront 3 mois pour dégager un accord d'équilibre et de meilleure justice. Si cet accord émerge, il sera soumis au Parlement à l'automne. Sinon, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État sera créé, financé en cédant une partie des actifs publics, notamment immobiliers. L'effort d'économie demandé aux collectivités territoriales sera réduit à 2,2 milliards d'euros au lieu des 5 milliards prévus par Michel Barnier. Le Premier ministre cherchera à protéger les entreprises de hausse d'impôts. Il est favorable au principe proportionnel pour la représentation du peuple dans nos assemblées, élément qui ouvre sans doute la porte à un retour du cumul des mandats. L'étude des cahiers de doléances présentés en leur temps par les Gilets jaunes sera reprise. Le Premier ministre a abandonné la mesure de déremboursement de certains médicaments et de consultations prévue par son prédécesseur. La progression des dépenses de santé sera sans doute plus forte que prévu dans la copie Barnier. Elle devrait être relevée de plus 2,8 à plus 3,3%. François Bayrou a également renoncé aux 4000 suppressions de postes prévues dans l'éducation nationale, ainsi qu'au passage d'1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Il maintient le projet de taxe sur les hauts revenus et enfin, il a analysé l'immigration comme d'abord une question de proportion. Jeudi, ni les lepénistes ni les socialistes n'ont voté la motion de censure déposée par les mélenchonistes avec des écologistes et des communistes. Elle n'a donc pas été adoptée sur cette question. Marc-Olivier Padis. Je pense qu'il faut resituer l'exercice du discours de politique générale dans le contexte nouveau créé par un Parlement sans majorité, qui est une situation nouvelle que nous n'avions pas connue depuis 1962 et qui change quand même profondément la relation entre les pouvoirs et notamment la relation entre le gouvernement et l'Assemblée nationale.
les concepteurs de la Ve République ont été surpris après 1962 par le fait de disposer d'une très large majorité au Parlement, ce qui s'est reproduit jusqu'en 2017. Et donc, quand un gouvernement dispose d'une très large majorité au Parlement, donc comme c'était le cas depuis 1962, il y a un alignement, sauf période de cohabitation, entre le président, le gouvernement, et puis le groupe parlementaire qui soutient le gouvernement. Et le travail parlementaire s'en trouvait fortement dévalorisé. Aujourd'hui, l'expression du discours de politique générale a changé de nature parce que les parlementaires sont en situation de renverser le gouvernement. Et ça change complètement le rapport de force entre les parlementaires et le Premier ministre. Dans l'exercice de François Bayrou, on a découvert, comme on se familiarise avec un certain nombre de procédures parlementaires, de règles constitutionnelles dont on n'avait pas forcément conscience parce qu'elles n'étaient pas utilisées jusqu'à présent. Le Premier ministre n'est pas obligé de demander un vote de confiance après son discours de politique générale. Et donc là, il n'y a pas eu de vote de confiance, il y a eu des prises de parole des groupes parlementaires qui ont exprimé leur plus ou moins grande distance par rapport au projet du Premier ministre. Mais ce que je veux dire qui est essentiel, c'est que en fait, on continue à raisonner beaucoup trop, et y compris les parlementaires, me semble-t-il, continuent à raisonner comme si on était dans l'ancienne logique, donc dans la logique d'avant 2017, dans laquelle il y avait une forte majorité parlementaire qui correspondait à la couleur du président, dans lequel le président nomme un Premier ministre qui dispose d'une majorité. Ce n'est plus le cas. Et donc, ça devrait être, en fait, on devrait inverser les rôles, et c'est aux parlementaires de négocier entre eux une plateforme de gouvernement sur la base de laquelle on peut former une équipe gouvernementale. Et ça, je pense qu'on n'en est pas... tout le monde n'a pas encore pris la mesure de cette ce nouveau fonctionnement qui devrait avoir lieu, puisque en fait François Bayrou se présente devant le Parlement sans savoir exactement sur quelle force il peut s'appuyer, et il négocie ponctuellement sur les hausses d'impôts, la reprise de la retraite, le nombre de fonctionnaires à l'éducation nationale, etc. Alors on peut naviguer comme ça ne répondra pas aux défis devant lesquels nous sommes, et notamment le défi du déficit et de la dette qui se sont rappelés un peu brutalement à nous à la fin de l'été. Mais donc on est dans un exercice un peu entre deux qui ne fonctionne pas véritablement, parce que François Bayrou n'a pas complètement l'assise politique dont il a besoin au Parlement pour mener le programme qu'il a présenté. À mon avis, il a présenté, dans un discours de bonne facture, un programme beaucoup trop large, où il a abordé tous les sujets. Philippe a rappelé les éléments essentiels, mais par exemple, refondre l'action publique, il me semble que c'est une perspective qui est aujourd'hui hors de portée de n'importe quel gouvernement, parce qu'il faudrait au préalable négocier très longuement avec les groupes parlementaires pour savoir où sont les priorités, comment on s'y prend, etc. Or là, le sujet qui est posé dans l'immédiat, le seul sujet qui est posé immédiatement, c'est le budget. Parce que si j'ai dit que le Parlement s'était trouvé dépourvu de beaucoup de prérogatives dans les institutions de la Ve République, il y a une prérogative sur laquelle l'organisation du Parlement a toujours, enfin, le rôle du Parlement est resté très fort, c'est sur le vote du budget. Aucun gouvernement ne peut contourner, comme on l'a vu au moment où on était Premier ministre, il y a tout un arsenal de dispositions dans ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé qui permet de faire passer des textes même si on n'a pas de majorité. Pour le budget, ce n'est pas possible. Donc, la mission première du gouvernement Bayrou, c'est de voter un budget. Alors évidemment, pour le moment, on a reconduit le budget de l'année précédente avec un système d'autorisation, mais qui est quand même sous-optimal et qui ne permet pas de piloter
des choix qui ne permettent pas de piloter la dépense publique et encore moins de réduire le déficit. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où finalement on reste orienté sur un déficit supérieur à 5% du PIB, ce qui est quand même excessif. Donc la nouvelle règle, c'est d'apprendre à compter jusqu'à 289. C'est-à-dire soit avoir une majorité de 289 députés avec soi, soit éviter d'avoir un front de censure de 289 députés. Et c'est un exercice qui, visiblement, pratiqué dans toutes les cultures parlementaires, mais auquel on ne s'est pas encore complètement prêté. Donc, pour conclure, je dirais que, évidemment, le discours de politique générale est un exercice auquel tous les nouveaux gouvernements nous ont habitués, mais le véritable rendez-vous pour le gouvernement Bayrou, ce sera le vote du budget, parce qu'il faut quand même voter un budget en bonne et due forme, et que c'est là que les négociations vont être les plus difficiles avec les groupes parlementaires, et c'est là qu'on vérifiera s'il a ou non une majorité. Nicole Nisotto. Oui, alors, entre Michel Barnier et François Bayrou, il y a une similitude. Ce qui les rassemble, c'est qu'ils ont le même problème à la base. Ce problème étant, ils ont perdu les élections. Et donc, je crois que c'est une des rares fois dans la Ve République, mais je parle sous le couvert de Jean-Louis Bourlanges, qu'un Premier ministre n'est pas issu du parti majoritaire, ce qui n'est pas une règle constitutionnelle. La Constitution dit simplement le président de la République nomme le Premier ministre. Il ne dit pas qu'il doit le prendre forcément dans le parti qui est arrivé en tête des élections législatives. Mais je crois que ça s'est toujours fait. Et donc le problème, ils ont un problème commun, c'est voilà, ils ont perdu les élections tous les deux, il n'y a aucun doute. Michel Barnier du groupe Les Républicains ont 39 députés. François Bayrou du groupe des Démocrates ont 35 députés. Et ça, qu'on le veuille ou non, qu'on compte jusqu'à 289 ou en 289, c'est une faiblesse initiale majeure en termes de crédibilité, en termes de popularité même. Et c'est véritablement le handicap essentiel. On peut effectivement débattre, se disputer pour savoir qui a gagné les élections entre le RN au premier tour ou le NFP au deuxième tour, mais on ne peut pas discuter le fait qu'on a des premiers ministres qui sont des perdants. La deuxième... Et la deuxième chose qui les rassemble est une conséquence directe. C'est pas pour moi. Est une conséquence directe de cet état de fait, c'est qu'ils vont passer toute une bonne partie de leur temps, 90% de leur temps, c'était vrai pour Michel Barnier, ça va être vrai pour François Bayrou, une grande partie de mobilisation de leur intelligence qui est forte, qui est grande pour les deux, ils vont passer tous une bonne partie de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence à courir après une absence de censure, autrement dit à des procédures de recherche de compromis, de petites magouilles dans les couloirs, de je te donne ci, tu me donneras ça, etc. C'est-à-dire au lieu de présenter une vision, un projet politique qu'ils ont peut-être en tête, et au lieu de s'adonner à la tâche de rassembler de nouveau les Français sur un projet, d'avoir des priorités d'investissement, etc., etc., ils sont obligés de courir après la non-censure, ce qui, à mon avis, fait de ces deux gouvernements des gouvernements qui sont élus pratiquement avec l'impossibilité de gouverner. Ça, c'est ce qui les rassemble, à mon sens. Maintenant, ce qui les sépare, non pas ce qui les divise, mais puisqu'il faut comparer les deux premiers ministres que l'on vient d'avoir après comment dit-on ? Comment ça s'appelait ? La dissolution, oui, qui est quand même le cœur du problème. Hein. C'est pas de la faute de Michel Barnier et de François Bayrou, sinon pas de majorité. C'est qu'il y a eu une dissolution complètement aberrante dans ce pays. Mais ce qui les distingue, outre leur caractère, la composition de leur gouvernement, etc., je crois que c'est deux choses. La première chose qui les distingue, c'est leur dépendance, le choix de leur dépendance. Michel Barnier avait fait le choix,
assez justifié d'ailleurs, on pourrait y revenir, de faire très attention aux élus du Rassemblement national et d'essayer d'éviter d'avoir une censure de la part des députés du RN. Et il a essayé de donner des gages, on lui l'a reproché, pour éviter d'avoir une censure du Rassemblement national. Il a échoué, il faut bien le remarquer, et il a donc tenu 90 jours. Le choix de cette dépendance était peut-être malencontreux. François Bayrou fait le choix inverse. Il a préféré tenter une dépendance vis-à-vis d'une partie du nouveau Front populaire, vis-à-vis du Parti socialiste, et il a réussi malgré tout, il faut le reconnaître, à réussir, puisque les socialistes, le Parti socialiste qui lui n'est pas plus majoritaire, qui a également perdu les élections, puisqu'ils n'ont que 66 députés, n'a pas voté la censure du jeudi 16 janvier. Et donc ça c'est ce qui les, pardon, je vais vite. Ça c'est la première chose qui les distingue, leur dépendance. Et apparemment François Bayrou s'en sort mieux. Il a réussi à éviter le vote négatif à la fois du Rassemblement national et du Parti socialiste. Et deuxièmement, ce qui les distingue, c'est le style. Michel Barnier avait adopté le style Monsieur la rigueur. Il avait tenu un discours très pessimiste, très tragique, très pessimiste sur la dette française, qui est effectivement une dette catastrophique. François Bayrou fait le choix plutôt d'un style, de la souplesse, on va s'en sortir tous ensemble, etc. Et il fait plutôt le choix du social plutôt que des chiffres, comme l'avait fait Michel Barnier. Par exemple, Michel Barnier avait dit « Le déficit sous mon gouvernement doit être amené à 5%. » Je vous rappelle que la règle de Maastricht, c'est qu'il doit être à 3%. On est déjà en 2% hors des clous. Et François Bayrou dit oui, bon, alors écoutez, on va aller jusqu'à 5,4%, ce qui va me permettre de faire un certain nombre de concessions, d'ailleurs, qui lui ont permis de ne pas avoir la censure des socialistes. Et donc, on a une différence de style qui, à mon avis, compte, et une grande partie aussi des concessions que François Bayrou a fait au Parti socialiste dépasse également le Parti socialiste. Je crois que les électeurs sont contents de savoir que, quand on est fonctionnaire, il n'y aura pas les 2 jours de carence supplémentaires, que les électeurs sont contents de savoir que les municipalités vont avoir plus de budget que ce qu'on avait écrit au départ, que Parcoursup va être revu, qui est l'angoisse, je ne sais pas si vous êtes parents, pas encore peut-être, mais c'est l'angoisse de tous les parents, au bout d'un moment, c'est terrible. Voilà, donc je pense qu'il y a une habileté tactique également et sociale plus grande chez Bayrou que chez Michel Barnier. Est-ce qu'il va réussir ? Je n'ai pas le temps d'y aller, mais ça sera peut-être l'objet de la deuxième intervention. Jean-Louis Bourlanges. Oui, merci. Un problème de méthode. La question est posée de savoir s'il y a des méthodes différentes. Elle a été notamment esquissée, traitée même par les 2 précédents intervenants, et notamment l'idée qu'il y avait chez Bayrou une approche différente de celle de Michel Barnier. C'est une discussion. L'unité, le problème commun auquel ils sont confrontés, doit être apprécié. Quel est le problème qui se pose à un chef du gouvernement dans la France d'aujourd'hui? Pour être sommaire, je distinguerai 3 éléments de ce problème. D'abord, une situation institutionnelle inédite. Nous avons connu, à l'âge classique de la Ve République, une conformité, une concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. C'était les grandes époques, De Gaulle, Pompidou, Giscard, et ça s'est interrompu à partir de Mitterrand. Deuxièmement, nous avons eu la période de cohabitation, c'est-à-dire une majorité présidentielle d'un côté, soit de gauche, soit de droite, et une majorité parlementaire d'un autre bord, soit de droite, soit de gauche. Et on a construit une sorte de cessez-le-feu,
de ligne de démarcation entre les deux camps et de partage des responsabilités d'une manière coopérative qui a à peu près fonctionné. Le général de Gaulle aurait dit qui a fonctionné qu'un cas, mais qui a fonctionné. Et nous sommes depuis 2022, et sous une forme évidemment aggravée en 2024, nous sommes confrontés à une situation où le président n'a plus la majorité au sein de l'Assemblée nationale, mais où les oppositions ne sont pas majoritaires non plus, car elles sont incapables de s'entendre. C'est ce qu'on appelle la tripartition, avec un pôle RN d'un côté, un pôle LFI de l'autre, et un pôle bloc central, avec des gens comme LR et puis les socialistes qui hésitent et entre cela. Il me semble que sur le plan institutionnel, ceci a une conséquence précise, que le président de la République a tardé à tirer. C'est-à-dire que la responsabilité de faire tourner la baraque, de construire une majorité parlementaire, de construire un pacte gouvernemental et de gouverner la France doit forcément riper de l'Élysée vers Matignon. Certes, comme le président n'a pas été mis en minorité, l'inspiration globale de la politique doit être celle des choix sur lesquels il a été élu, mais la construction concrète de l'action gouvernementale doit dépendre du Premier ministre. Ce que nous avons vécu ces dernières années, ça a été très clairement le refus du président de la République entre 2022 et 2024 d'assumer cette évolution qui était contraire à l'idée assez égocentrique qu'il se faisait de son rôle, et ensuite le consentement plus ou moins facile, plus ou moins agréable de sa part, à une autonomie du Premier ministre. Barnier a conquis cette première autonomie, il a été censuré. On voit bien d'ailleurs que l'idée du président était de reprendre la main, puisqu'il avait, les journalistes l'ont dit, l'idée de nommer un fidèle à lui, quelqu'un qui est très remarquable, qui est votre ministre, Monsieur Lecornu, mais qui était un homme à lui. Et ce qui s'est passé à travers l'épisode assez important du 13 décembre dernier, c'est que le Premier ministre, François Bayrou, a dit clairement au président, pour être assez trivial, pas de ça, Lisette. Je ferai le gouvernement et je mènerai l'affaire moi-même. Nous devons, évidemment, dans le respect des grands principes qui sont ceux que vous avez tracés, je devrais avoir cette autonomie. Et ça, c'est ce premier point. De ce point de vue-là, c'est la même approche, simplement, François Bayrou a vraiment, faisant mentir la réputation de mollesse qui est celle des centristes, a montré qu'il y avait des centristes durs et qu'il en était un. Ça, c'est le premier élément de la crise. Le deuxième élément de la crise, qui est très très important, c'est qu'il n'y a pas de majorité au Parlement. On peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de majorité au Parlement. Les Français ont voté en leur âme et conscience. Alors, la France, c'est pas un électeur divisé en 45 millions, c'est 45 millions d'électeurs, enfin, si je puis dire. Ils ont voté pour des partis qui sont incompatibles entre eux. Aucun des trois pôles que j'ai signalés n'est prêt à faire des concessions parce qu'ils sont portés par une vision différente, je ne vais pas énumérer, de la chose. Ça, c'est un problème terrible. Et je vous ferai remarquer que dans cette affaire, il y a une tendance assez remarquable de l'opinion française qui est toujours d'attribuer à quelqu'un d'autre la responsabilité de la situation. Le président de la République, perdant les élections européennes au mois de juin dernier, a dit « je vais punir l'Assemblée nationale », mettant fin à ma carrière corrélativement, puisque je ne me suis pas représenté. C'est un élément assez secondaire pour beaucoup de gens, mais pas du tout secondaire pour moi. Donc, il a dit, voilà,
c'est l'Assemblée. Pourquoi l'Assemblée? On ne sait pas. C'était l'élection d'une autre Assemblée, le Parlement européen. C'était des stratégies de partis, notamment la sienne qu'il avait menée, avec des choix sans doute de tête de liste, de programme qui n'étaient pas adéquats. Il a perdu, mais non, on va faire payer l'Assemblée nationale, qui n'y pouvait rien. Et puis là, c'est l'inverse. Nous sommes dans une situation où l'opinion a envoyé à l'Assemblée nationale des partis en opposition. Le président n'y peut rien, mais on a tendance à dire « Ah, c'est la crise, c'est la faute du président, etc. » Que le président a eu tort de dissoudre, c'est évident, mais on ne peut pas lui reprocher à la fois d'être jupitérien et de donner la parole au peuple. Il faut choisir. Bon. Et là, donc, on a cette situation où, en réalité, le huis clos, c'est un rapport entre le Premier ministre et les parlementaires. Le président, il peut rien. Et si demain, M. Bayrou tombe, c'est pas parce qu'on aurait une démission du président de la République que ça résoudrait le problème de cette tripartition du choix français. Et là, c'est là où la tâche est très très dure pour les premiers ministres. C'est la même tâche, c'est le même problème. Le troisième élément du problème, c'est que nous n'avons jamais vécu, à mon avis, c'est une analyse politique que je fais, nous n'avons jamais connu un écart aussi profond entre les aspirations sociales des Français et les exigences du redressement national. Nous sommes dans une situation critique sur le plan économique et budgétaire. Nous sommes dans une situation très inquiétante sur le plan économique et technologique. Nous sommes dans une situation de fragilité géopolitique qui était déjà très grande depuis notamment l'agression de l'Ukraine par la Russie et qui est devenue véritablement terrifiante avec les ruptures extrêmement profondes que le président Trump, président élu, fait subir à la démocratie américaine. Donc nous sommes en face d'une situation, et j'ajoute le défi climatique. Nous sommes dans une situation où nous avons d'immenses investissements à faire, de grands efforts à réaliser, où nous ne pouvons répondre aux aspirations sociales des Français et relever les défis internationaux qui sont les nôtres avec une production de biens et de services aussi limitée que celle que nous avons aujourd'hui. Donc, face à cela, l'idée c'est de produire davantage, de travailler plus longtemps, etc., etc. Or, les attentes des Français, telles qu'elles sont repérées par les sondages, notamment l'obsession de l'abolition de la réforme de la retraite, montre que les Français sont sur une autre ligne où ils attendent essentiellement des gratifications sociales, des efforts pour le pouvoir d'achat, tout un ensemble de choses. Ça, c'est le grand dilemme. Le troisième dilemme du président. Bon, je crois qu'il faut que j'accélère un peu, peut-être. Je vais donc m'acheminer vers ma conclusion. Mais enfin, c'était que la première partie, ça. Hein. Nous sommes donc, habitués. Nous sommes. Alors, en face de cela, et là, deux approches. Je crois que ce que dit Nicole à l'instant, est-ce qu'il y a face à ces problèmes une différence d'approche? Sur le premier point, on a vu que c'était identique. Sur le second point, c'est le même problème. Mais la différence, et ça c'est la première différence, et c'est ça qui compte, c'est que Michel Barnier a essuyé les plâtres. C'est-à-dire que les forces d'opposition ont véritablement voté la censure. Et la censure, ça peut pas servir tout le temps. Ça sert une fois. Les Français ont compris sans comprendre. Ils ont trouvé que c'était bien parce que vraiment, ils en ont marre de ceux qui sont en place. C'est indiscutable. En même temps, ils ont un peu la trouille sur ce que ça donne, sur la situation, sur leurs impôts, sur les prestations sociales, sur un ensemble de choses. C'est un exercice qu'on ne peut pas répéter indéfiniment. Et donc, François Bayrou s'est trouvé de ce point de vue-là dans une situation objectivement plus favorable que celle de Michel Barnier. Il a su l'exploiter, mais c'est vrai que il était plus sûr de lui. D'autant que au sein du Parti socialiste, Monsieur Olivier Faure est soumis à un congrès. Il est très menacé par le centre et la droite du parti, et il avait intérêt à
montré qu'il était raisonnable et qu'il pouvait effectivement conduire aussi une relation assouplie vis-à-vis de la majorité. Ce qui a conduit un commentateur très brillant, très prestigieux, mon ami Jérôme Jaffray, à dire Olivier Faure est devenu en quelque sorte, au sein du Parti socialiste, le porte-parole de sa propre opposition. Et donc, ceci était favorable. Et je crois que c'est ça le point central. C'est là où je suis un peu en désaccord avec Nicole. Je ne crois pas que le problème soit le choix entre le Rassemblement national et le Parti socialiste. Le Rassemblement national n'en fait qu'à sa tête. Il change d'avis. Il avait été contre la loi sur l'immigration au Sénat il y a 1 an. Il a voté la loi sur l'immigration. Il avait annoncé qu'il ne voterait pas la censure il y a 3 mois. Après les déboires juridictionnels de Madame Le Pen, il a changé d'avis. Il a dit qu'une concession lui suffisait de la part de Barnier pour ne pas voter la censure. Quand Barnier a fait la concession, il a dit non. C'était 2. Le compte n'y est pas, comme diraient d'ailleurs les socialistes. Donc, pourquoi ? Parce que le RN, il s'en fiche totalement de ce que fait le gouvernement. Le RN n'a qu'un objectif, on le comprend, c'est d'installer Marine Le Pen à la présidence de la République. Et c'est son seul objectif. Il n'agira qu'en fonction de sa stratégie. Et même, si on fait des concessions, comme par exemple avec M. Retailleau, qui développe une politique assez à droite, eh bien, le RN dit quoi ? Le RN, ça l'inquiète plutôt, parce que ça risque de lui tondre la laine sur le dos et de ramener des électeurs qui votent RN vers le... Donc on ne peut pas, quand on est au gouvernement actuel, on ne peut pas compter sur une stratégie positive ou négative du RN. Il faut compter que c'est par perte des profits. Le LFI vote contre, de toute manière, reste le groupe socialiste, et donc c'est la variable. Et là, et je termine, là, vraiment, là, je pense que Bayrou n'a pas fait de modification considérable par rapport à ce qu'a fait Michel Barnier. Il a très habilement, mais il a simplement procrastiné, renvoyé à une date ultérieure tout un ensemble de choix, et on peut craindre d'ailleurs pour lui que quand arrive le choix budgétaire, quand arrivera le choix budgétaire, quand arrivera le choix de l'échec probable ou insuffisant de la conférence sur les retraites, et quand arrivera la difficulté d'organiser concrètement le passage à la représentation proportionnelle, qui sont les 3 directions qu'il a ouvertes, eh bien, à ce moment-là, ce sera à nouveau dans une situation difficile, et l'opposition aura, si je puis dire, eu le temps de recharger ses armes pour frapper la censure. Donc le problème fondamental pour ce pays, c'est à partir de quel moment et c'est pas le cas aujourd'hui. Bayrou a eu raison de faire ce qu'il a fait, il a gagné la partie. Mais à partir de quel moment un gouvernement sera en mesure de dire au Parlement et de dire au pays quelles sont exactement les exigences du redressement si on veut répondre aux aspirations sociales de nos concitoyens et relever les immenses défis climatiques et internationaux qui nous attendent. Manifestement, ce moment n'est pas encore venu, je l'attends. Marc-Olivier Padis. Oui, merci. Juste une remarque à propos de la tripartition. Je pense que c'est vraiment important. Il y a 2 modes de lecture possibles. C'est se dire que c'est une situation temporaire ou est-ce que c'est l'expression durable des rapports de force au sein de la société. Au préalable, juste de remarquer que la tripartition à l'Assemblée nationale, j'ai dit dans mon exposé que elle était atypique par rapport aux institutions de la Ve République et au mode de fonctionnement auquel on s'était habitué. Et surtout, elle était censée être empêchée par notre mode de scrutin. C'est-à-dire que le mode de scrutin majoritaire, uninominal à 2 tours, était réputé pouvoir créer un système bipartisan et stabilisé, bipartisan ou quadripartisan, mais en fait avec 2 blocs, ça revient au même. Et en fait, la nouveauté aussi, c'est que le choix des électeurs, malgré ce mode de scrutin qui tend à construire 2 camps opposés, a exprimé la préférence pour
cette tripartition. Et à partir de là, il y a deux lectures possibles. Il y a ceux qui pensent que c'est une situation temporaire et que de nouvelles élections vont nous faire revenir en fait au jeu traditionnel ancien avec deux grandes forces politiques, et ceux qui pensent que la tripartition, parce qu'elle exprime des divisions internes à la société, est installée pour un bon moment dans notre paysage politique. Merci. Je sens que beaucoup d'entre vous sont déjà frustrés à l'idée de ne pas avoir la suite des points que Jean-Louis Bourlange avait installés dans sa tête pour développer sa pensée, mais ce sera possible dans la deuxième partie de notre rencontre, puisque maintenant, nous allons nous intéresser Oui, j'ai été forcé d'être bref. Oui. Au sujet de politique internationale. En l'occurrence, la sécurité collective à l'heure du révisionnisme trumpiste. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les puissances du vieux continent redoutent l'érosion, voire la dissolution de leur principale alliance, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, au moment même où la Russie prend l'avantage en Ukraine. Au cours de sa précédente présidence, Trump avait envisagé de ne pas honorer l'article 5 du traité, qui prévoit que les pays signataires se portent au secours d'un allié attaqué. Or, toute la dissuasion de l'Alliance repose sur cet engagement. Cette menace voilée du président américain marquait sa volonté d'un rééquilibrage des contributions au budget de l'OTAN entre les alliés et les États-Unis. Seulement les 2/3 des 30 membres européens de l'OTAN consacrent plus de 2% de leur PIB à la défense. Sans les États-Unis, ils devront dépenser peut-être 2 fois plus, ce qui voudrait dire accroître l'endettement, augmenter les impôts ou tailler dans certaines dépenses généralement considérées comme essentielles. Les Européens doivent aussi décider s'ils repensent ou non la base de leur défense collective. À l'heure actuelle, les forces armées européennes donnent priorité à l'OTAN tout en veillant à élargir leurs capacités de défense et de sécurité au travers d'autres institutions comme l'Union européenne, des blocs militaires régionaux comme la force expéditionnaire conjointe sous direction britannique. La victoire de Trump relance aussi le débat sur le rôle dissuasif des armes nucléaires françaises et britanniques en cas d'éventuelles attaques ailleurs en Europe. Aujourd'hui, l'Europe est bien plus vulnérable qu'elle ne l'était lorsque Trump a été élu pour la première fois. Elle est aux prises avec une guerre, une crise économique et une montée en puissance des mouvements nationalistes et populistes. 8 de ces mouvements dirigent actuellement des gouvernements ou participent à des coalitions à travers le continent. L'Europe doit se préparer, pour filer la métaphore du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, Josep Borrell, l'Europe doit se préparer à voir son jardin menacé par une jungle peuplée de carnivores sans état d'âme. Un récent eurobaromètre qui mesure l'opinion publique européenne à l'égard de l'Union montre que celle-ci n'a jamais été aussi favorable à l'intégration européenne, bien que beaucoup de citoyens soient insatisfaits de leur gouvernement. Aujourd'hui, plus de 6 personnes sur 10 estiment que l'avenir de l'Europe réside dans l'Union. Sur cette question, Nicole Nisotto. Merci Philippe. Alors, on connaissait le révisionnisme russe. Poutine ne cache pas qu'il veut remettre en cause l'ordre européen issu de la disparition de l'Union soviétique en 1991. On connaissait le révisionnisme chinois. Xi Jinping ne cache pas qu'il veut remettre en cause l'ordre asiatique, c'est-à-dire la présence militaire américaine en Asie. Et on va découvrir le révisionnisme américain, qui est à mon sens un révisionnisme global. Et je crois qu'il faut commencer à essayer de définir cela avant de tirer les conséquences pour la sécurité européenne. Ce que veut le couple Trump-Musk, parce qu'il faut vraiment les penser en couple et en synergie tous les deux. Ce qu'ils font, c'est une volonté pas du tout argumentée. Ce ne sont pas des philosophes de la troisième révolution mondiale. Ce qu'ils tentent, en tout cas, c'est de remettre en cause un ordre mondial que leurs ancêtres américains avaient mis en place en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, remise en cause du libéralisme économique avec l'utilisation du protectionnisme à outrance, et notamment vis-à-vis des Européens, remise en cause de la démocratie avec les déclarations d'Elon Musk en faveur de l'extrême droite allemande, l'AfD, ou contre le Premier ministre britannique et le soutien de l'extrême droite à l'extrême droite britannique, et surtout remise en cause du droit
comme fondement de ce système international. Et Trump remet en cause le droit international, en particulier la souveraineté des États et l'intangibilité des frontières. Quand il parle de prendre le Groenland ou le Panama, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va attaquer militairement ces deux pays, mais ça veut dire que la souveraineté nationale ou l'intangibilité des frontières sont devenues négociables, peuvent être l'objet de transactions commerciales. Je te donne tant, tu me laisses faire ça, et ne sont plus les fondements inaliénables du droit international tel que l'ONU les reconnaît. Et quand Elon Musk se voit confier une mission par Trump de déréguler l'économie américaine, d'enlever le maximum de contraintes à la liberté d'entreprise américaine, à la liberté d'innovation technologique, c'est exactement la même chose. C'est une remise en cause du droit des affaires, du droit économique et du droit privé qui sont les fondements du système économique et de nos sociétés démocratiques. Et donc, je crois que dans les deux ensemble, il y a une vraie complémentarité pour faire ce que j'appelle, moi, une nouvelle révolution idéologique mondiale. On ne sait pas vers quoi ça va, mais on sait en tout cas qu'ils remettent en cause l'ordre mondial tel que les Américains nous l'ont créé et partagé avec nous depuis 80 ans. Et donc, pour les Européens, la question de la sécurité, de leur sécurité avec les États-Unis, dans le cadre, pour l'instant, de l'Alliance Atlantique, doit se repenser dans le cadre de cette révolution que veut imposer Donald Trump. Et quelle est la stratégie de Trump, d'ailleurs? La stratégie de Trump, c'est premièrement, je m'attaque à mes alliés, je m'attaque gentiment à mes alliés. C'est une stratégie de prédation familiale, prédation par chantage à la famille. Le Danemark, c'est un pays ami, donc on va renégocier. Le Panama, c'est pas un pays ami, mais c'est un voisin du Sud qui ne compte pas. Donc, on s'en prend d'abord à nos alliés, de façon à ce qu'ils donnent aux chefs de famille le meilleur d'eux-mêmes pour accroître la puissance du chef. Et ensuite, on s'attaquera à la vraie puissance qui intéresse Donald Trump, qui est la Chine. Mais pour les alliés, donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la sécurité collective? C'est tous pour un et un pour personne. Tous pour l'Amérique, l'Amérique pour personne. Elle peut parfois être pour quelqu'un, mais la règle, c'est qu'elle est a priori pour personne, sauf pour elle-même. America First, ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, je crois que les Européens sont mis devant une situation qui n'a rien à voir avec les crises transatlantiques que l'on a connues autrefois, qui n'a même rien à voir avec l'inquiétude qu'ils avaient pendant le premier mandat de Donald Trump, entre 2016 et 2020, où on se disait, oh là là, il n'aime pas l'OTAN, ou alors il veut qu'on paye plus dans l'OTAN, donc on va le faire, on va rechigner un peu, mais on va le faire, et puis finalement, il a besoin de l'OTAN pour ses bases américaines dans le Sud, il en aura toujours besoin pour aller éventuellement frapper l'Iran, c'est nous qui payons, donc on n'est pas autant parasite que ça, etc., etc. Pendant le premier mandat, on avait eu des inquiétudes sur l'incertitude des États-Unis par rapport à l'OTAN, et on était prêt à faire les efforts financiers et budgétaires nécessaires pour diminuer cette incertitude. Aujourd'hui, on a une conditionnalité de l'OTAN dans cette nouvelle donne américaine qui n'est plus seulement stratégique, qui est globale. C'est pas simplement vous augmentez à 5% votre PIB et je vous défends dans le cadre de l'Alliance Atlantique, c'est vous faites tout ce que je vous demande et peut-être je vous défendrai dans l'Alliance Atlantique. Et donc c'est quelque chose de profondément différent, ce à quoi on doit s'attaquer. Et c'est d'autant plus difficile pour les Européens qu'on est, comme vous l'avez dit Philippe, que l'Europe est dans un état de très grande vulnérabilité. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire de l'Europe où on a une menace à l'Est qui est une vraie menace militaire d'agression contre des pays européens, en particulier contre les États baltes. On a une menace à l'Ouest qui est une vraie menace d'abandon par l'allié américain, donc agression à l'Est, abandon à l'Ouest, et à l'intérieur, une vraie menace de montée d'extrême droite, donc une vraie menace de démocratisation à l'intérieur. Et donc, les autorités européennes, les institutions européennes, nos chefs d'État et de gouvernement sont véritablement dans une situation extrêmement difficile. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais j'y vais. Et donc, il y a trois scénarios possibles. Il y a un premier scénario qui est celui de la
j'allais dire de la soumission, parce que je suis en général de mauvaise humeur quand je parle de ça, mais je peux dire simplement de l'acceptation. C'est ce que font les institutions. Madame von der Leyen a dit, pas de problème, on va acheter davantage de gaz de schiste. Madame Lagarde a dit, pas de problème, on va acheter davantage d'armement américain, comme si c'était dans ses compétences de parler de ça. Et Madame Kaja Kallas, la haute représentante, a dit, mais l'Amérique reste notre plus grand allié, donc il n'y a aucun problème. Bon, donc ça commence mal. Deuxième scénario, qui est celui de la négociation bilatérale, c'est-à-dire, en plus de la soumission générale, certains pays vont aller à Washington négocier des avantages. C'est déjà le cas de 2 pays, la Hongrie de M. Orban et l'Italie de Mme Meloni, qu'entre parenthèses, je ne critique pas complètement. Je trouve qu'elle c'est une des grandes leaders de l'Europe. Pas de parenthèse. Pas de parenthèse. Le troisième scénario, ce serait quoi? Ce serait ce que j'appelle la résistance raisonnée et raisonnable. Et alors, on a vu un tout petit bout de cela sortir du couple franco-allemand, comme d'habitude. La France et l'Allemagne ont fait une déclaration rappelant que le principe de base de l'Union européenne et de la sécurité internationale, c'est le respect de la souveraineté des États. Mais c'est passé assez inaperçu parce que ça n'est pas... Et donc, ce qu'il faudrait faire, et c'est là où il faut compter sur la présidence polonaise. On a vraiment de la chance d'avoir la Pologne en présidence cette année et pas la Hongrie comme on l'avait le semestre dernier. C'est véritablement prendre la mesure des enjeux. Le président Donald Tusk, qui est aujourd'hui le premier ministre européen de Pologne, était président du Conseil européen en 2016. Quand Trump a pris le pouvoir pour la première fois, et il avait eu cette phrase extraordinaire en tant que président du Conseil européen, avec un ami comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et donc je crois, ça c'est mon seul point d'optimisme, je fais confiance à la présidence polonaise, d'une part pour comprendre ce qui se passe, et deuxièmement amener les Européens à l'unité pour réagir. Marc-Olivier Badis. Oui, je repartirai des réflexions de Nicole sur l'ordre mondial ou le système international auquel on était habitué. Il y existait tout de même une équivoque de ce système, qui était que c'était à la fois un système multilatéral coopératif où tous les États étaient considérés comme des entités souveraines avec chacun une voix, etc. Et en même temps un système garanti par une superpuissance, les États-Unis, qui était un acteur majeur de ce système et qui en tirait un bénéfice considérable, sans argumenter très longuement, voire simplement le rôle du dollar comme monnaie internationale. C'était une responsabilité pour les Américains, c'est aussi un avantage considérable dont ils ont toujours su user. Aujourd'hui, on est dans une situation où les États-Unis ne veulent plus tenir ce rôle de superpuissance garante d'un ordre international avec des institutions multilatérales comme l'ONU et beaucoup d'autres institutions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? C'est très déstabilisant de sortir de ce système. Du point de vue donc des Américains, ils ne veulent plus être dépendants d'alliances, de systèmes d'alliances ou de systèmes multilatéraux limitant leur pouvoir d'action parce qu'ils sont pris à mon avis, dans une ivresse du pouvoir, une espèce de démesure de la puissance qui, à un moment, finira par se retourner contre eux, mais ça, on verra bien. Ce qui est perçu par l'opinion, c'est plutôt qu'on est rentré dans un système multipolaire maintenant. Il y a eu un sondage qui est paru la semaine dernière d'un think tank européen qui s'appelle European Council on Foreign Relations, qui n'a rien d'ailleurs d'un think tank officiel, son titre le laisse un peu entendre, qui interroge des citoyens dans 24 pays du monde, y compris l'Inde, la Chine, donc les pays européens, l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui considèrent qu'ils ne sont pas particulièrement inquiets de voir Donald Trump arriver au pouvoir, mais le paradoxe de ce sondage, c'est que plus c'est des pays de l'arc atlantique, plus l'opinion est réticente à voir l'arrivée de Trump, y compris au Royaume-Uni. Mais vu d'Inde ou de Chine, finalement, c'est pas un événement si considérable que ça. Et ce qui ressort de ce sondage, c'est à la fois que les États-Unis vont devoir laisser la place à la Chine, qui va être une grande puissance qui est déjà émergente, mais aussi l'Union européenne. En fait, d'un point de vue international, l'image de l'Union européenne est beaucoup plus positive et apparaît beaucoup plus comme une puissance qui peut équilibrer
la Chine et les États-Unis, beaucoup plus que ce qu'on perçoit, nous, je pense, d'ici. Mais à partir de là, il y a une autre question à se poser, c'est finalement, à quel problème doit-on répondre d'un point de vue collectif, international ? Quels sont les problèmes à prendre en compte, et faut-il pour ça une puissance hégémonique ? Est-ce qu'on a besoin d'un nouvel hégémone ? C'est la question que pose l'économiste Jean Pisani-Ferry dans un livre qui vient de paraître, que je trouve intéressant, qui s'appelle « Les nouvelles règles du jeu », où il plaide d'une façon un peu contre-intuitive en disant « mais non, il n'y a pas besoin ». En fait, il y a des tas de problèmes, de défis collectifs auxquels il faudrait qu'on arrive à répondre, bien que le monde soit plus fragmenté, plus divisé, avec toutes les tensions qu'on a rappelées, bien sûr. Mais si on prend ces problèmes un par un, on n'a pas besoin d'une superpuissance qui englobe le tout. Donc, il y a les questions d'interdépendance économique, où on a encore des institutions multilatérales, le FMI, la Banque mondiale, qui tiennent la route. On a la question du climat, où ça, c'est un intérêt collectif, tout le monde a y gagné, et donc il n'y a pas à renoncer à ça. Et il y a d'autres questions techniques de coordination qui sont très nécessaires, mais pour lesquelles on n'a pas besoin d'un système mondial intégré. Donc j'ai trouvé cet argumentaire assez important qui montre que, en fait, les États-Unis vont sans doute renoncer à un rôle qu'ils ont tenu jusqu'à présent et qui leur a beaucoup apporté. Ce qui est curieux, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'en avoir tellement conscience que ça, et que la Chine aujourd'hui n'est pas du tout en situation et ne veut pas, c'est pas dans sa vision politique actuelle, tenir un rôle international majeur. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est la sécurité collective dans un monde aussi menacé par les identitarismes et notamment par les ruptures introduites, que mes camarades ont rappelées, par le président Trump. Il faut partir de l'idée que la sécurité collective est inhérente à un système dans lequel la communauté internationale, si tant est que ces mots d'un sens, est fondée de 193 États qui ont leur ronde serviette à l'ONU, qui sont de tailles différentes, d'ambitions différentes, et qui ne sont en eux-mêmes pas du tout porteurs d'un ordre juridique, d'un ordre géopolitique stable. Alors, avant la guerre de 14, on a fondé une sorte de relation d'équilibre entre les deux blocs, indépendant de toute réalité idéologique. La République française, libérale, démocratique, progressiste, était l'allié du tsar, d'une Russie autocratique qui tournait le dos à toutes les valeurs qui étaient celles de la France. Ça a pas mal marché, sauf que c'est dans un système pareil, c'était l'ambition, et en l'occurrence la double pression allemande et russe sur les Balkans qui a provoqué la guerre et nous a entraînés soit à rompre nos alliances et à nous retrouver tout seuls, soit à participer à cette guerre. Le second mouvement, et c'est ça dont nous sortons, qui a été le nôtre depuis la Seconde Guerre mondiale, ça a été de dire non, la sécurité collective doit être fondée sur à la fois une volonté de vaillance, une acceptation de la force militaire, valeur plutôt enracinée à droite, mais avec en même temps une reconnaissance partagée d'un socle idéologique et moral, démocratique, état de droit, etc., commun. Et à ce moment-là, on peut construire un ordre qui fonctionne, mais qui est inséparable du respect des valeurs démocratiques. C'est en quelque sorte l'alliance de l'idéalisme démocratique et de la vaillance réaliste. Ça, c'est ça qui est profondément mis en cause, comme l'ont dit très bien mes deux pré-intervenants, c'est ça qui est mis en cause par Trump. Trump nous dit, vos histoires de démocratie, d'état de droit, etc., je n'en ai rien à faire. Ça n'est pas mon problème, je m'en fiche chez moi, je m'en fiche chez vous, je m'en fiche partout. Donc je n'ai aucune relation de solidarité idéologique avec vous.
Mon seul problème, c'est de savoir si j'ai plutôt intérêt à faire affaire avec l'Allemagne ou avec la Russie ou avec la Chine ou avec la France. C'est ce qu'on appelle, d'un mot pas très clair d'ailleurs, une approche transactionnelle. Mais en tout cas, c'est le fondement même de l'Alliance Atlantique qui est mis en cause par ce refus d'ordonner notre solidarité politico-militaire sur la défense de principes fondamentaux. C'est ça qui nous distingue qui distingue l'Amérique trumpienne de l'Amérique de Truman, de l'Amérique d'Eisenhower, de l'Amérique que nous avons connue. C'est très difficile de savoir comment bâtir un ordre. Alors, la réponse spontanée, c'est de dire, il y a un certain nombre de pays qui restent, notamment les pays d'Europe occidentale, qui restent attachés à ces principes, qui ont construit une ébauche de solidarité, mais encore extrêmement théorique, avec l'article 47.2 de l'Union européenne, qui est une clause de solidarité assez comparable en nature à celle de l'article 5 de l'OTAN, et on doit construire quelque chose comme ça. Mais alors là, on se heurte à un second aspect de l'Alliance Atlantique qui est très important et qui n'est pas suffisamment analysé. On postule en disant cela implicitement que l'OTAN, c'est deux piliers. Le Twin Pillar Concept avait été inventé par Robert McNamara à l'époque de Kennedy. Il y avait une alliance, c'était le pilier américain et le pilier européen. Le pilier américain fait défaut, donc on pourrait réorganiser le pilier européen. Mais ça n'a jamais marché comme ça. En réalité, l'OTAN, ça n'a jamais été le concept des deux piliers. L'OTAN, ça a été beaucoup mieux défini par Richard Holbrooke, vous savez, le négociateur de Dayton, qui a fait les accords qui ont apporté un semblant une vraie paix en Yougoslavie. Et Holbrooke avait écrit dans Foreign Affairs un article qui était America as a European Power. L'Amérique comme pouvoir européen. Bien sûr, parce que quand, après la guerre, nous, Français, nous avons accepté le réarmement allemand, quand les Allemands ont accepté effectivement une certaine prééminence française, notamment à travers la force de dissuasion, quand les Néerlandais ont accepté d'avoir une relation coopérative organisée avec leurs deux ennemis héréditaires, qui étaient la France et l'Allemagne, ça reposait sur un principe, c'est que l'Amérique était au cœur de ce débat. L'Amérique ne nous a pas apporté simplement un supplément de moyens, de sécurité, de force face à la Russie. Évidemment, en 1945, on n'avait pas du tout les moyens d'équilibrer la Russie. Mais elle nous a apporté la paix intérieure au sein de l'Europe occidentale, et donc elle est totalement et profondément imbriquée dans les choix qui sont les nôtres. Et c'est là où nous avons une difficulté absolument considérable, je termine, nous avons une difficulté considérable, et avec les deux tentations qui ont été évoquées, notamment par Nicole, qui est la première, qui est l'ambition française, qui est de dire, écoutez, maintenant, nous avons un ensemble de valeurs à défendre, il s'agit de s'organiser, donnons corps, alors avec à l'intérieur, sur une forme séparée à l'intérieur de l'OTAN, enfin là, toutes les formes techniques doivent être étudiées, sont très difficiles d'ailleurs à mettre en œuvre, mais nous devons créer un niveau de solidarité, de capacité technologique, de production d'armement, d'autonomie opérationnelle, d'autonomie stratégique et opérationnelle entre Européens, parce que les Américains, comme disait Pierre Aski, on s'est demandé pendant 1 an ou 2 ans si Monsieur Trump nous protégerait véritablement des Russes, et on découvre aujourd'hui que Monsieur Trump pourrait nous faire la guerre, ce qui est quand même une autre dimension. Donc, est-ce qu'on fait ça? C'est l'appel que les Français, le président de la République et d'autres lancent aux Européens, mais la tentation autre, c'est celle qui a été évoquée, c'est de s'arranger. Les Danois disent écoutez, on va pas faire la guerre pour le Groenland, donc on va faire des concessions. Les Allemands disent moi,
je vais me rapprocher des Russes parce que j'ai besoin d'une énergie pas chère, mais pour faire plaisir aux Américains, je vais continuer à leur acheter du matériel. Ça, M. Trump comprend, ça c'est bon pour la balance commerciale américaine, c'est bon pour l'industrie américaine, et on fait ça. Et donc, et puis après, il dit la même chose pour les Chinois. Donc, cette stratégie de négociation, de compensation, de soumission, c'est bien cela, c'est la grande tentation de l'Europe. Et Madame Meloni dit, moi, je m'arrange avec Monsieur Musk, et puis je négocie avec les Américains qui me permettent de donner une monnaie d'échange aux Iraniens pour récupérer un otage. Donc, c'est ça la situation où nous sommes. Alors, je ne sais pas si nous serons capables, là encore, c'est la même chose qu'en politique intérieure. Je pense que nous vivons un moment extrêmement difficile, extrêmement délicat. J'ai tendance à dire, à citer Churchill. D'abord, Churchill avait dit quelque chose de très juste. Il avait dit, en matière, quand on conduit la guerre, vient toujours un moment où il faut s'intéresser, prendre en considération les intentions de l'adversaire. Je crois que c'est très juste. Mais au-delà, Churchill, le 18 juin 40, quand De Gaulle fait son appel, Churchill fait un grand discours, le plus grand discours de son histoire, devant le Westminster. Et c'est le discours qui est passé à la postérité comme le discours de The Finest Hour, la plus belle heure, the finest hour of our history, la plus belle heure de notre histoire. Il dit à peu près ceci: nous, Anglais, nous sommes seuls. Nous sommes seuls à défendre la civilisation. Elle est bafouée partout, partout. L'Angleterre est seule, nous allons résister, nous allons gagner, et ce sera la plus belle heure de notre histoire. Bien, je voudrais que l'Europe fasse entendre ce message, qu'elle sache qu'elle est aujourd'hui dépositaire de valeurs fondamentales pour nous et qu'elle doit s'organiser, se mobiliser pour que ce soit la plus belle heure de notre histoire. Je suis un peu sceptique. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brefs, que je voudrais introduire en recommandant un livre très récemment paru aux éditions Odile Jacob et intitulé « Si Einstein avait su ». Ce livre est signé du prix Nobel de physique Alain Aspect, dont nos auditeurs ont eu l'occasion d'apprécier le mélange de sérieux, de clarté et de bonhomie. Du jour où le prix Nobel lui a été attribué, Alain Aspect a tenu à rendre hommage à son professeur de physique en classe terminale, M. Hirsch. Depuis que ce prix Nobel lui a été attribué, Alain Aspect prolonge cet hommage en mettant les bouchées doubles pour faire connaître la physique, et pas seulement la physique quantique, pour susciter l'intérêt pour les études scientifiques, en montrant, et c'est ce qu'il fait dans ce livre, à quel point peuvent être passionnantes les divergences de points de vue entre deux scientifiques, en l'occurrence Albert Einstein et Niels Bohr. Bien entendu, vous pouvez retrouver sur notre site l'émission thématique sur la physique quantique que nous avions enregistrée avec Alain Aspect au printemps 2024. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est maintenant que je voulais citer, je l'ai cité trop tôt, la phrase de Churchill sur « vient toujours un moment où il faut prendre en considération les intentions de l'adversaire dans une guerre ». Et c'est pourquoi je voudrais recommander la lecture d'un livre de Yegor Gran. Yegor Gran est le fils d'un très célèbre dissident soviétique, qui était Andrei Zhiniavsky, et qui a écrit un livre, qui a publié un document qu'il avait trouvé dans les archives russes, ou l'entretien d'embauche au KGB. C'est un livre qui décrit toutes les méthodes, toutes les attentes que les autorités soviétiques avaient. C'est un document qui date des années Brejnev, toutes les attentes et les méthodes que les soviétiques attendaient d'un agent. Alors c'est évidemment un manuel de complet cynisme. Les ressorts, c'est la manipulation, le mensonge, la corruption, le meurtre, enfin tout un ensemble de choses. Mais c'est formidablement intéressant parce qu'on voit à peu près ce qu'est l'univers mental d'un officier supérieur du KGB de l'époque. Et même si cet officier supérieur du KGB est devenu par la suite le maître de toutes les Russies. Nicole Diesotto. Oui, alors moi je voudrais revenir à la littérature pure et vous recommander la lecture du dernier roman de Laurence Cosset, Briller, paru aux éditions Gallimard. Laurence Cosset est une écrivaine de la maison Gallimard qui écrit toujours des romans en fonction d'une actualité. Elle a fait un livre très célèbre qui s'appelait l'Arche sur l'Arche de la Défense avec son architecte danois. Elle a fait un livre sur la mort de Lady Diana qui s'appelle le 31 août.
Et là, elle vient de sortir cet ouvrage qui est en gros l'histoire de la maison Chaumet, qui est une des grandes maisons de haute joaillerie française, née à la fin de la Révolution et à laquelle Napoléon et Joséphine ont donné toutes les lettres de noblesse. Il paraît, j'ai appris dans ce livre que Napoléon était fou de perles, sortait tous les jours, même de sa salle de bain, revêtait ses perles, ses diamants, etc. Même quand il n'avait pas de rendez-vous, il était complètement, plus que même que Joséphine, fasciné par la haute joaillerie. Et dans cet ouvrage, il y a deux lignes directrices qui me paraissent intéressantes. Premièrement, Laurence Cosset s'interroge sur la fascination des princes et des grands de ce monde depuis l'Antiquité pour l'extrême beauté, les magnifiques joyaux, les pierres de 30 carats, 400 carats, etc. Et elle révèle en fait que c'est pas par goût de l'esthétisme ou de la fascination du beau, mais que la haute joaillerie est un élément qui révèle le pire de l'homme, la cupidité, le vol, la volonté d'être seul, etc. Et c'est la deuxième ligne directrice de ce roman. Elle fait toute une histoire des grandes pièces de joaillerie, de haute joaillerie, qui ont disparu dans l'histoire, qu'on avait trouvé chez le pape, qui ont été perdus par Napoléon, etc., etc. Et c'est une histoire de France à partir de ces pièces qui disparaissent et qui réapparaissent en fonction des besoins et des intérêts des États. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Marc-Olivier Padis. Alors moi je lirai avec beaucoup de plaisir ce livre de Laurence Cosset que je n'ai pas encore lu, mais j'ai lu tous les autres et elle passe toujours d'un thème à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une écriture à l'autre. C'est vraiment un grand écrivain. Alors en écho à ce qu'a dit Jean-Louis, je vais présenter un livre qui est un peu les travaux pratiques en fait de l'entretien du KGB, parce que c'est un livre sur la manière dont le KGB a traité Trump. Écrit par un journaliste français qui s'appelle Régis Janté, qui est installé en Géorgie, à Tbilissi, depuis plusieurs années et qui travaille avec plusieurs médias français. Et donc, il a résumé le dossier dans un livre qui s'appelle Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. C'est paru chez Grasset. Et donc, dans ce livre, Régis Janté fait la synthèse de tout ce qu'on sait sur les relations entre le président Trump avec les Russes et spécialement avec les services secrets. L'histoire remonte en fait déjà à une quarantaine d'années. 40 ans de promoteur immobilier, Trump a été en relation d'affaires avec des oligarques russes, notamment pour les projets de casinos. Il a été sauvé de la faillite plusieurs fois grâce à la deuxième banque russe, VTB, par l'intermédiaire de la Deutsche Bank, qui était son partenaire principal. Et si vous n'avez pas eu la patience de lire les 1000 pages du rapport sénatorial sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, puis le rapport Mueller, Régis Janté l'a fait pour vous. Il en retire l'essentiel ici, alors que les nuages de fumée lancés par le camp Trump pour tenter d'en amoindrir les révélations ont été particulièrement opaques. Les ressorts psychologiques du personnage en font une cible de choix pour les services russes. Il est vaniteux, manipulable, par la flatterie surtout. Donc l'ingérence russe, elle est très bien documentée. 4 proches de Trump, d'ailleurs, ont été condamnés. Mais la collusion personnelle de Trump n'est pas établie. Les Russes ont été très déçus par le premier mandat de Trump, mais là, ils vont pouvoir se rattraper sur le deuxième. Merci beaucoup. Et je remercie le général de division aérienne Pierre Réal de son accueil et l'école de l'air et de l'espace. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire veille aux plateformes de financement, Arnaud Galabé qui a enregistré cette conversation ici à l'école de l'air et de l'espace pour le Nouvel Esprit Public et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produisent notre émission. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la reprise des conversations avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent sur l'histoire de Notre-Dame, dont elle connaît absolument tout, comme si elle avait été dans la salle dans laquelle l'archevêque de Paris, Maurice de Sully, et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés se sont violemment disputés sur la construction de Notre-Dame, puis dimanche prochain pour un Nouvel Esprit Public.